Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la fiscalité et l'investissement, deux amis ennemis. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour la chronique fiscale de ce mois qui portera sur la fiscalité et l'investissement, deux amis ennemis. Alors, j'ai choisi d'introduire la chronique fiscale de ce mois par la citation suivante. La meilleure façon d'augmenter les revenus est de stimuler l'économie et de créer des emplois, pas d'augmenter les impôts. Alors, quelle relation y a-t-il entre la fiscalité et les investissements ? La fiscalité renvoie ici à l'ensemble des prélèvements, impôts, taxes, redevances. En somme, c'est tout ce que vous devez à l'État en tant que citoyen ou résident, en tant qu'usager d'un service public, bref, votre contribution à caractère fiscal sous quelque forme que ce soit aux charges publiques. C'est ce qu'il faut entendre par fiscalité dans le contexte de la présente chronique. Pour ce qui est des investissements, il désigne simplement les capitaux investis dans une activité économique en vue de réaliser des profits à court ou à long terme. Par exemple, lorsque vous achetez un bien immobilier dans l'intention de le mettre en location ou de le revendre plus tard, vous faites un investissement ou encore, lorsque vous créez votre entreprise, vous faites également un investissement. Mais quelle est la relation réelle entre cet investissement et la fiscalité ? La relation de la fiscalité et les investissements est à la fois double et antagoniste. Cela justifie le choix du titre de cette chronique, à savoir la fiscalité et l'investissement, deux amis ennemis. Cela signifie simplement que la fiscalité peut jouer le rôle d'attraction des investissements en même temps qu'elle aménage des conditions qui leur sont favorables, auquel cas elle se présente comme l'ami des investissements. Et lorsque cette même fiscalité est mal conçue, elle peut décourager les investissements, voire les repousser, en même temps qu'elle combat les stratégies fiscales des contribuables qui cherchent à échapper à leurs obligations fiscales ou du moins réduire leurs charges fiscales illégalement. Dans ce cas, elle devient l'ennemi des investissements. D'une part, la fiscalité étant nécessaire pour financer les infrastructures et les services publics essentiels aux affaires, elle peut être utilisée comme un facteur d'incitation des investissements et d'autre part, les contribuables en quête de profit tiennent compte de la charge fiscale du lieu de leurs investissements. C'est lorsque l'État souhaite favoriser justement ces investissements dans une région quelconque qu'il accorde des exonérations fiscales ou des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, des abattements fiscaux, des régimes préférentiels fiscaux aux entreprises qui investissent dans cette région. Tous ces avantages fiscaux sont généralement regroupés sous le vocable de dépenses fiscales ou incitations fiscales. Les dépenses fiscales, souvent appelées incitations fiscales ou subventions fiscales, désignent essentiellement des dispositions ou des mesures fiscales exceptionnelles prises par l'État dans le but de favoriser une industrie, une activité ou une catégorie de personnes. Ces dispositions ou mesures sont dites exceptionnelles parce qu'elles dérogent aux régimes fiscaux ordinaires. Bien que dépenses fiscales et incitations fiscales soient parfois employées indistinctement, il faut néanmoins souligner cette nuance qui existe entre les deux concepts. Le premier, à savoir les dépenses fiscales, désigne tous les avantages fiscaux qui consistent à entraîner pour l'État un abandon de recettes fiscales. Pour qu'il y ait dépenses fiscales, il faut deux critères, à savoir un avantage fiscal et une dérogation au régime fiscal de référence. En revanche, l'incitation fiscale est un avantage fiscal concédé spécifiquement dans une visée attractive. Toutes les incitations fiscales, vous l'aurez compris, sont des dépenses fiscales, mais l'inverse n'est pas juste puisqu'il existe des dépenses fiscales à caractère social sans aucun but incitatif. La dépense fiscale implique la notion de dérogation à une norme fiscale de référence. C'est là le nœud de la nuance entre incitation fiscale et dépense fiscale. Dans le contexte de la présente chronique du jour,
nous allons plutôt nous attarder sur les incitations fiscales en raison de leur lien étroit avec les investissements. Quelles sont alors les motivations de ces dépenses fiscales ou incitations fiscales? Si l'État accepte de renoncer à une partie de ses recettes fiscales, ce n'est sans doute pas par bonté de cœur, vous vous en doutez. Il existe, comme vous le savez, des raisons ou des motivations qui poussent l'État à agir de la sorte. Ces motivations peuvent varier d'un État à un autre car tous les gouvernements n'ont pas la même priorité. Dans les pays développés, les incitations fiscales sont généralement dictées par des besoins de stimuler l'innovation et la compétitivité, d'attirer les sièges sociaux et les capitaux étrangers de plus grandes multinationales, d'encourager la relocalisation et la transition énergétique, de maintenir la compétitivité face aux autres pays développés. En revanche, pour les pays en développement, on a des motivations toutes différentes. Elles sont essentiellement centrées sur l'attraction des investissements directs étrangers, la création d'emplois, le développement du capital humain ou encore le développement économique. La principale motivation des incitations fiscales des pays en développement en général et des pays africains plus particulièrement, c'est d'attirer des investissements directs étrangers. Toutefois, même si ce recours aux incitations fiscales vise principalement à attirer des investisseurs, il faut relever le fait que le facteur fiscal n'est pas déterminant dans le choix des investissements. Les facteurs les plus déterminants sont notamment la stabilité politique et à la qualité des institutions qui rentrent en ligne de compte, le pouvoir d'achat de la population, la qualité des infrastructures, la disponibilité de la main-d'œuvre et tant d'autres raisons. Mais comme les pays africains ne disposent pas toujours de tous ces facteurs, ils vont utiliser parfois excessivement les incitations fiscales pour attirer ces investissements sur leur territoire. Cette utilisation excessive entraîne la réduction de l'assiette fiscale, des pertes de recettes fiscales qui sont parfois supérieures à la valeur des investissements attirés. Par ailleurs, les incitations fiscales servent également à soutenir certains secteurs stratégiques. À ce titre, l'État peut accorder des exonérations de TVA aux entreprises qui investissent dans des domaines tels que l'agriculture, qui est souvent un domaine boosté par ces incitations, l'industrie, l'énergie et les technologies, ou des exonérations de droits de douane pour l'importation des équipements agricoles. C'est une des fonctions de la fiscalité, c'est-à-dire qu'elle consiste parfois à orienter les comportements économiques des contribuables. Lorsque de telles exonérations sont accordées, le résultat attendu bien évidemment est une hausse du volume d'investissement dans les secteurs concernés. Une autre motivation des incitations fiscales peut être la promotion du développement social. Dès lors, les dépenses fiscales peuvent alléger la charge fiscale de certaines catégories de personnes physiques ou morales. Ça peut être des petites et moyennes entreprises ou des ménages à faible revenu tout simplement. Ces dépenses fiscales incluent des mesures, des taux réduits de TVA sur les produits de première nécessité ou encore des crédits d'impôt pour les PME. Cela vise concrètement à booster le développement des PME dont la contribution, il faut le reconnaître, est utile à la création d'emplois et aussi à la réduction de la pauvreté. Après tout ce que je viens de vous expliquer précédemment, vous devez sans doute vous demander si les incitations fiscales remplissent leur mission pour lesquelles elles sont accordées. La réponse est simple, pas toujours. En effet, dans les pays africains, elles entraînent d'énormes pertes de recettes fiscales sans réelle contrepartie des investissements recherchés. C'est l'une des raisons pour lesquelles des études sont menées pour essayer d'atténuer les effets négatifs de ces incitations fiscales sur les économies de ces pays. Il est vrai qu'on peut se demander si ces incitations fiscales ne produisent pas également parfois des effets positifs. C'est le moment de répondre à la question de quels sont les effets positifs et négatifs des incitations fiscales en Afrique. Alors, de manière générale, les incitations fiscales peuvent stimuler des dynamiques économiques au point de se traduire par la croissance et l'élargissement de l'assiette fiscale à long terme, ainsi que par la création et l'expansion d'entreprises. Dans ces conditions,
l'exonération ou réduction d'impôts concédés aux contribuables sont considérées comme une forme de subvention ou d'appui financier accordé par l'État aux agents économiques pour les soutenir en fait dans l'investissement ou dans la protection de leur pouvoir d'achat. Comme vous le savez certainement, la hausse du pouvoir d'achat induit une hausse de ressources financières de l'État. Les incitations fiscales peuvent alors dès lors stimuler la croissance économique en favorisant les investissements privés. D'autre part, les incitations fiscales ont également des effets négatifs qui vont interpeller les États sur cet impératif à limiter leur utilisation au cas strictement nécessaire. Au premier rang des effets négatifs, il y a par exemple des pertes de recettes fiscales. Pour les pays développés qui ne dépendent pas fortement des recettes fiscales, le problème est moins rude, tandis que pour les pays en développement qui ne peuvent pas se permettre des pertes de recettes fiscales dont ils ont besoin pour financer leur développement socio-économique, les incitations fiscales font très mal à leurs économies. Quelques chiffres illustrent bien cette réalité. Par exemple, en 2021, les dépenses fiscales au Cameroun étaient estimées à près de 439,6 milliards de francs CFA, soit 1,7% de leur PIB. Le Maroc a également entrepris des évaluations régulières de ses dépenses fiscales. D'ailleurs, en 2011, celle-ci était estimée à 3,9% du PIB. La Côte d'Ivoire, en 2023, a évalué ses dépenses fiscales à hauteur de 1,56% de son PIB. Et vous avez aussi le Sénégal, dont les dépenses fiscales représentaient en 2021 jusqu'à 40% des recettes fiscales et 6% du PIB. Vous voyez clairement combien c'est titanesque pour nos États. Ces incitations fiscales peuvent provoquer des distorsions de concurrence en favorisant certaines entreprises ou secteurs, ce qui provoque des inégalités. C'est le lieu de mentionner la concurrence fiscale comme un des effets négatifs que peut générer les incitations fiscales. Alors, quelles perspectives et défis pour la fiscalité incitative en Afrique? La fiscalité incitative en Afrique représente un levier stratégique pour stimuler le développement économique, attirer les investissements et aussi encourager des comportements vertueux en matière sociale et environnementale. Cette fiscalité incitative ne profite pas seulement aux multinationales ou aux entreprises étrangères, mais elle favorise également le développement des petites et moyennes entreprises locales. Elle permet également de niveler le développement de différentes régions des pays concernés. À l'avenir, il faut dire qu'elle pourrait servir à la mise en place d'une économie verte, tournée essentiellement vers le développement durable. Cela pourrait se réaliser à travers l'institution de taxes écologiques plutôt, ou l'octroi d'avantages fiscaux pour des énergies renouvelables. Parlons des défis auxquels sont confrontés les pays africains dans la pratique de leur fiscalité incitative. Il y a à ce titre des défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'abus et l'optimisation fiscale qui requièrent une bonne gouvernance, de sorte que les exonérations fiscales ne deviennent pas des niches qui vont favoriser l'évasion fiscale. Il y a également le défi de la coordination régionale, pour laquelle l'Union africaine et d'autres organisations régionales sont censées redoubler d'efforts pour accélérer ce processus d'harmonisation ou de coordination fiscale afin d'éviter une concurrence fiscale dommageable entre les États. Un autre défi est l'évaluation des politiques fiscales mises en place. Cela est crucial de mesurer l'efficacité des incitations fiscales a posteriori. La fiscalité incitative en Afrique doit sérieusement subir quelques réformes pour réduire ses effets négatifs afin d'éviter l'érosion de la base d'imposition, la concurrence fiscale entre pays africains ou encore le manque de transparence et de suivi et je dirais également l'optimisation fiscale abusive. C'est pour indiquer tous ces problèmes à l'échelle mondiale qu'un accord justement visant à réformer le système fiscal mondial a été adopté en octobre 2021. Il s'agit de l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers, prise par l'OCDE. Alors le pilier 1 prévoit la redistribution des bénéfices des multinationales et elle impose aux grandes multinationales de payer des impôts dans les pays où elles réalisent leurs recettes indépendamment de leur présence physique.
Cela est très bénéfique pour l'Afrique où des géants du numérique comme Google et Facebook réalisent d'importantes recettes sans payer leur juste part d'impôts. Concernant le pilier 2 qu'inclut cette réforme, il prévoit l'instauration d'un impôt minimum mondial qui constitue une énorme avancée dans la lutte contre l'optimisation fiscale abusive, l'évasion fiscale ou tout autre fléau de la fiscalité internationale. Les règles du pilier 2 recommandent en effet aux juridictions fiscales d'appliquer un taux minimum de 15% sur les bénéfices des sociétés. Donc, si une multinationale assujettie au pilier 2 est imposée par exemple à un taux effectif inférieur à 15%, le pays où se trouve l'entité mère, qui est très souvent un pays développé, sera autorisé à imposer la différence pour atteindre le taux de 15% minimum. C'est une façon, à travers cette réforme, de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, de sorte en fait que les multinationales n'auront plus aucun intérêt à transférer leurs profits en dehors des juridictions de marché, car partout elles vont se retrouver toujours imposées au même taux minimum. Donc cet accord sur la solution reposant sur 2 piliers représente en 2 mots une belle opportunité pour l'Afrique qui pourra accroître ses recettes fiscales grâce à l'imposition des multinationales. Cela également va réduire la course aux incitations fiscales excessives et renforcer la souveraineté fiscale de nos États. En conclusion, la fiscalité incitative en Afrique soulève quelques problèmes de rentabilité et d'utilité. Elle est pratiquée pour attirer des investissements directs étrangers, mais elle ne remplit pas toujours cette mission. D'où l'impératif de repenser sa structure et ses modalités. La fiscalité est dite amie des investissements lorsqu'elle est bien conçue et qu'elle attire des investissements. Mais lorsqu'elle décourage les investissements, parce qu'elle constitue une charge fiscale excessive, elle peut être considérée comme un ennemi des investissements. Sachant que les incitations fiscales constituent des sources de perte de recettes fiscales énormes pour les pays africains, rien ne saurait justifier leur maintien en l'absence de résultats satisfaisants. À ce sujet, il convient de rappeler que les incitations fiscales comportent des effets positifs et négatifs sur les économies de ces pays déjà fragiles. À la question de savoir s'il faut supprimer immédiatement ces incitations fiscales tout d'un coup, une réponse figée bien évidemment ne peut être donnée sans une véritable analyse économique et juridique de leur impact dans chacun des pays concernés. Dans cette perspective, certaines organisations sous-régionales en Afrique comme l'UEMOA ont mis en place des solutions consistant à évaluer l'impact économique et budgétaire de la fiscalité incitative sur les ressources des États. Il reste à espérer que les résultats de ces évaluations éclaireront au moyen de données pertinentes sur l'impact des incitations fiscales et aideront certainement à prendre des mesures idoines d'ajustement de cette fiscalité incitative en vue d'arriver à des meilleurs résultats. Les pays africains ont véritablement besoin de ressources pour financer leurs programmes de développement économique. Ils ne peuvent en aucun cas se permettre de perdre des recettes fiscales non compensées d'une autre manière. Il est important qu'ils fassent des simulations a priori pour juger de l'opportunité même d'octroyer une incitation fiscale donnée, mais aussi des études d'impact a posteriori pour s'assurer que l'objectif visé par le législateur en accordant ces incitations fiscales est finalement atteint. À défaut, il faudra y mettre un terme. Cela dit, il est intéressant d'examiner prochainement un autre facteur de perte des recettes fiscales en Afrique en matière fiscale, à savoir les flux financiers illicites qui sont à certains égards liés à la fiscalité incitative, et je me ferai le plaisir de l'aborder dans une prochaine chronique. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que cette chronique aura suscité votre intérêt. J'espère vous retrouver pour la prochaine chronique très rapidement qui traitera des flux financiers illicites. De quoi parle-t-on? Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.